Il s'inquiète de la notification urgente qui vient d'apparaître sur son téléphone. XX lui envoie un SMS pour s'assurer qu'il se souvient qu'il a jusqu'à demain pour rembourser sa dette de 100 000 $. Il ne lui reste plus qu'1 jour pour payer sa dette. Si Lynn ne s'acquitte pas de sa dette, il risque d'être abattu des 2 jambes et d'avoir les mains enchaînées. Son esprit se remplit d'images de l'horrible perspective de se voir gisant dans une mare de son sang. Il sait qu'il doit tout faire pour avoir une chance de survivre. Lynn sort son téléphone et entre dans le jeu, espérant changer le cours des événements. Lynn peut rejoindre un groupe de monstres, d'esprits, de barbares, de légions, d'éléments ou de cultivateurs dès qu'il se connecte. Les images du groupe l'entourent et flottent autour de lui pendant qu'il décide de son choix. Et la bataille commence. Dans les rues animées, on entend les annonces concernant les dernières mises à jour des puces de style de DNL, les mises à jour du style des véhicules et les ventes. À son bureau, Lynn porte ses lunettes de réalité virtuelle. La charge de travail de Lynn, programmeuse de jeux, dépasse la limite journalière, même si le règlement 966 est strictement appliqué. Lynn se déconcentre, tandis que les filles hors de son bureau bavardent sur le lavage de cerveau du jour au lendemain dans toutes les rues. La deuxième fille intervient pour dire que c'est ce qu'on appelle la bataille de guerre, et que cela permet à certains de s'enrichir et à d'autres de se faire tuer. Lynn est irritée par le fait que les filles parlent constamment de rumeurs. Il les réprimande et leur ordonne de se concentrer sur l'indicateur de performance clé de la journée. Furieux à l'idée de perdre son salaire, Lynn déclare qu'il ne restera pas les bras croisés pendant que ses supérieurs trouvent des excuses pour le faire. Après cela, le patron convoque immédiatement Lynn dans son bureau. Il referme la porte derrière lui. Les filles se moquent de lui parce qu'il travaille trop vite et qu'il est surchargé de travail, ce qui l'empêche de remplir son ICP. Elles plaisantent en disant que la paresse est préférable à la surcharge de travail. Le directeur claque la porte au nez de Lynn et le jette dehors en lui criant de tout faire avant ce soir, où il ne recevra pas sa prime mensuelle. Les filles le taquinent à nouveau, sachant qu'elles sont sur la bonne voie. Lynn retourne à son bureau et regarde fixement devant lui en portant ses lunettes de réalité virtuelle, marmonnant des injures à l'encontre de son supérieur. Il ne serait pas là s'il n'y avait pas eu ce salaire. Lynn reste sur place après le départ de tous les autres pour faire son travail et toucher sa prime mensuelle. Il s'étire et regarde par la fenêtre, ne voyant qu'un passant et un rappel de sa fatigue. Comme il n'est pas seul et qu'il travaille tard, il éprouve un sentiment de soulagement. Le bourdonnement de son téléphone interrompt le fil de ses pensées. Il consulte son téléphone et constate que son employeur lui a envoyé un salaire de 5 000 $. Il pense immédiatement aux factures du mois. Il doit payer 2 000 $ de dette, 1 350 $ de loyer et 800 $ de frais de subsistance. Après avoir réglé toutes ses factures, il ne lui reste plus que 23 $. Avec un soupir de défaite, il s'assoit. Son écran affiche une nouvelle alerte. Sa dette de 100 000 $ doit être payée demain. Il ne se rend pas compte de l'urgence du paiement de sa dette. Ses soucis le submergent comme un tsunami. Lynn se sent désespéré après avoir appris qu'il a atteint sa limite de crédit et qu'il ne peut plus vendre d'articles pour rembourser sa dette. Il se rend compte qu'il doit trouver un autre moyen de rembourser ses dettes. Une autre alerte le surprend, l'invitant à participer à la guerre d'écrasement. S'il réussit, il peut gagner une fortune, mais il risque de tout perdre, y compris sa vie. Comme il s'agit de la même rumeur que celle dont les filles discutent au bureau, il ne tient pas compte du message. Il fait ses valises et quitte le bureau sans se préoccuper du message d'escroquerie. En se promenant dans la rue, en observant les sans-abri, il est confronté à la dure réalité de ce monde. Moins il est chanceux, plus il est susceptible de rencontrer des difficultés causées par d'autres, et tout le monde s'efforce simplement de survivre. La présence de badauds sur leur téléphone interrompt le fil de ses pensées. Il ne comprend pas ce qui se passe. Pendant ce temps, il remarque un véhicule militaire et du sang sur le sol. Les agents de recouvrement tiennent un homme à la gorge. Tout en plaidant auprès de l'agent de recouvrement pour 2 jours supplémentaires, les mains de l'homme sont enchaînées et du sang coule de sa bouche. Certaines personnes dans la foule affirment qu'il ne doit que 10 000 $ et qu'il sera envoyé dans un atelier clandestin violent en guise de punition. L'homme ne cesse de supplier qu'on lui accorde plus de temps. Lynn a froid dans le dos lorsqu'il réalise qu'il est endetté de 100 000 $, et la scène qu'il a sous les yeux est la conséquence d'un faible prix de 10 000 $. Il réfléchit à son avenir incertain. L'homme s'enfuit pour sauver sa vie, affirmant qu'il est en retard dans le paiement d'une petite somme d'argent, mais se fait tirer dans les 2 jambes avant d'aller bien loin. Il s'effondre près des pieds de l'un et le regarde avec désespoir. Il s'accroche aux pieds de l'un et le supplie de lui laisser la vie sauve. Le choc de la situation paralyse l'un. L'agent de recouvrement saisit l'homme par les cheveux et lui demande ce qu'il a fait lorsqu'il a été épargné.
Les agents lèvent la tête pour voir Ling et une notification clignote sur leurs lunettes numériques, les informant que l'un est sur le point d'être en retard dans le paiement de sa dette. Ils se tournent tous vers l'un, sachant qu'il est le prochain sur la liste, et sourit. Ling entre précipitamment dans son immeuble et referme la porte derrière lui. Il comprend immédiatement qu'il lui arrivera la même chose s'il ne trouve pas le moyen d'effectuer le paiement. Ling s'assoit sur son canapé et commence à préparer son évasion. La première chose qui lui vient à l'esprit est d'enlever la puce à l'arrière de sa tête. Mais il se rend vite compte que c'est une proposition extrêmement risquée. Il envisage de s'évader mais sait qu'il sera pris car la puce surveille ses allées et venues. Il ne cesse d'imaginer une centaine de moyens différents pour y parvenir, comme pirater leurs systèmes et modifier les informations relatives à ses dettes, mais il sait que cela le conduira à figurer sur un avis de recherche. Après de nombreuses tentatives infructueuses, il finit par accepter que la seule option qui lui reste est la mort. Il est surpris par la sonnerie de son téléphone. L'invitation à participer à la guerre d'écrasement a été renouvelée. Il n'est pas encore certain qu'il s'agisse d'une escroquerie, mais il sait qu'il doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'il appuie sur le bouton, rien ne change. Il se reproche d'avoir cru une telle chose, et se sent maintenant écrasé. Bientôt, ses yeux s'illuminent, tandis qu'un picotement électrique parcourt son cou. Il est incrédule. Il est actuellement en transit. Lorsqu'il lève les yeux, il voit un message indiquant que l'Ego LS3570 est entré en guerre d'écrasement et que le système est en train de se charger. Ling est stupéfaite d'apprendre que la guerre d'écrasement est en cours. Une alerte surprenante apparaît autour de lui, l'informant qu'un conflit a commencé. Une autre notification apparaît, l'avertissant que son entrée a été repérée, qu'il n'a aucune expérience du combat et qu'il est entré en tant que seigneur de guerre. Un second message lui indique qu'il doit choisir un groupe à diriger. L'un peut s'associer à des monstres, des esprits, des barbares, des légions, des éléments et des cultivateurs. Alors qu'il essaie de décider quel groupe rejoindre, il est entouré par les images des groupes. Son bâtiment est directement touché lorsqu'une pierre venue de nulle part s'écrase au plafond. Il trébuche sous le choc et passe sa main dans l'image du groupe de monstres, le choisissant accidentellement. Cette notification l'informe que sa sélection actuelle est la catégorie du monstre. Ling panique et se blinde pour avoir été négligent. Il est déconcerté lorsqu'une autre sélection de héros apparaît. Cette fois, l'un prend son temps pour décider et s'en remet à son meilleur jugement. Il choisit un héros et une autre alerte l'informe qu'il est sur le point d'entrer sur le champ de bataille. Une autre alerte apparaît, indiquant que le subordonné de la troupe des débutants a été chargé et demandant à Ling son souhait. Ling se rend compte qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe et qu'il y a trop de choses à assimiler en même temps. Il demande donc de manière illimitée toutes les informations qu'il peut obtenir sur tout. L'ordre a été reçu et une autre notification l'informe que ses capacités spécialisées sont en train d'être façonnées. La formation de l'Omen et l'attribut de force vitale CDNT d'Aya semblent avoir déclenché son deuxième hôtel. Ling se gratte la tête, déconcerté par les événements qui l'entourent. La bataille a commencé et une nouvelle alerte est apparue avec les conditions de la victoire. Ling devient un personnage fictif. Son apparence ressemble à celle d'un guerrier à la peau grise, aux yeux de monstre et en haillons. La condition de victoire exigeant que Ling tue tous les seigneurs apparaît. Le seigneur barbare à cornes et aux oreilles d'elfe, aux dents acérées, se débarrasse rapidement de ses ennemis. Il affiche un sourire et enfonce son épée en plein centre de son rival. Alors que le sang coule autour de lui, il se vante de son haut niveau de HP. Tout en tuant son ennemi, il crie son triomphe. Il n'arrive pas à croire qu'il n'a pas été informé de sa victoire, alors qu'il les a tous sabrés. Il est informé de la présence d'un autre seigneur sur le champ de bataille. Ce nouveau rival qui l'empêche de remporter une victoire facile l'exaspère. Pendant ce temps, Ling reste près de l'arbre, perplexe, essayant de comprendre ce qui se passe. Il fait défiler les options disponibles sur sa tablette, qui comprennent des assassins professionnels, des héros agiles au combat rapproché et des serviteurs d'os d'élite. L'un remarque l'élément de contrôle des troupes du jeu et sa ressemblance avec Lot. S'il ne trouve pas le moyen de déclencher une explosion de sang, ses capacités supérieures seront inefficaces, et il doit trouver un moyen d'y parvenir. Un message apparaît sur sa tablette, l'informant que le CIENT d'Omed peut scanner toute la carte ou la zone autour de ce point précis. Lorsqu'il le fait, l'un de ses yeux s'active, ce qui lui permet d'accéder à la carte et de connaître l'emplacement de son adversaire. L'un est déconcerté car le paysage ressemble beaucoup à l'endroit où il vit. Il se sert de la carte pour comprendre qu'il n'a besoin que d'un seul ennemi pour sortir victorieux. Il envoie ses serviteurs osseux d'élite avec l'ordre d'attirer les hordes de barbares. Un petit groupe de serviteurs le suit, alors qu'il se dirige vers le seigneur ennemi. Pendant ce temps, le chef barbare envoie ses troupes enquêter sur un nouveau rival potentiel. Furieux, il leur ordonne de localiser le ver intrus, le concurrent.
La foule part à la recherche de l'ennemi tandis qu'il reste seul. Lin peut cependant voir le seigneur barbare parce qu'il est perché plus haut. Lin se souvient que les barbares sont des attaquants puissants avec beaucoup de points de vie, mais relativement lents. Toutes les capacités des barbares infligent des dégâts, ce qui est regrettable. Lin publie un bug d'analyse qui permet d'évaluer les forces et les faiblesses d'un adversaire. L'insecte vole et s'approche furtivement du seigneur barbare, donnant à Lin des informations sur ses HP mais pas sur ses compétences. Lorsque Lin voit que son adversaire est plus fort que lui, il panique. Il prépare son prochain coup, pensant que sa puissance d'attaque est de 12 et qu'il ne peut lui infliger que 5 points de dégâts. Lin laisse astucieusement derrière lui pour regarder son os. Les serviteurs attaquent le seigneur. L'attaque soudaine agace le seigneur barbare, alors il se défend. Lin, quant à lui, prépare une attaque de saignement en plaçant stratégiquement ses serviteurs osseux. Il calcule que s'il empile l'effet bleed 5 fois, il infligera 5 fois plus de dégâts à ses points de vie toutes les 3 secondes. Lin gagnera automatiquement lorsque les PV du seigneur barbare atteindront 0. Le seigneur barbare a compris la ruse de Lin et en est très fâché. La colère le pousse à écraser les serviteurs osseux, mais Lin est fier de sa stratégie défensive, car il sait qu'attaquer de front est une proposition perdue d'avance. Lin part de l'arrière tandis que les serviteurs d'os continuent de saigner le seigneur barbare, et lui donnent un coup d'épée. La colère du seigneur barbare grandit lorsqu'il voit Lin recourir à des tactiques enfantines et le défie en duel. Le moment est venu pour Lin et le seigneur barbare de s'affronter, mais Lin n'a pas peur, car il a activé sa compétence d'éclatement du sang. Le seigneur barbare, conscient de sa faible santé, lance un assaut total sur Lin, l'envoyant voler. Le chef des barbares se tient droit, riant de l'idée de Lin qu'il peut le vaincre avec les seuls effets de saignement. Il se moque ensuite encore plus de Lin en disant que sa compétence ultime annule l'effet de saignement et amplifie sa puissance d'attaque par un facteur de 50. Pendant que le seigneur barbare prépare son arme pour tuer Lin, Lin se remet debout. Il le taillade avec son épée, causant de graves dommages qui ne peuvent être réparés. Il se moque à nouveau de Lin alors qu'il se tient près de son corps, promettant de l'écraser comme il l'avait déclaré auparavant. Lin active l'éclatement du sang au moment où le pied du seigneur barbare touche son corps, provoquant l'explosion de la poitrine du seigneur. Il regarde Lin avec incrédulité, exigeant de savoir quand il a mis la bombe de sang en lui. Lin lui dit qu'il l'a fait avant d'utiliser sa compétence ultime. Même si elle n'inflige que 5 points de dégâts, Lin lui assure qu'elle peut tuer instantanément un héros ayant moins de 10 points de vie. Alors que le seigneur barbare explose derrière lui, Lin se lève et commence à marcher. Un message apparaît, annonçant la victoire de Lin. Lin est ramené dans le monde réel et reçoit la récompense. Lin semble s'être réveillé brusquement d'un rêve. Ce qui vient de se passer dépasse son entendement. Il n'arrive pas à croire qu'il a remporté une victoire aussi facile. Lin pense que ce serait génial si cette technologie était mise en œuvre dans le jeu qu'il a créé. Dans un état délirant, Lin pense à la pierre volante qui s'est écrasée dans son appartement un peu plus tôt. Il se précipite hors de son immeuble et scrute le ciel, espérant apercevoir la pierre perdue qui a percuté son plafond. Lin en conclut que tout n'était qu'un rêve car, si c'était réel, son propriétaire l'aurait tué. Lin perd soudainement connaissance lorsqu'une fille le frappe à la tête. Lin dort par une journée ensoleillée sur un lit douillet dans un immeuble cossu. Il dort profondément dans un grand lit. Lentement, il ouvre les yeux et voit une jeune femme qui le domine. À son grand soulagement, il se réveille. Lin est surpris de voir une fille qu'il ne connaît pas penchée sur le lit. Lorsqu'il regarde autour de lui, il voit que il se trouve dans un appartement luxueux avec de hauts plafonds, des murs en verre et des lustres. Il s'enquiert de l'identité de la jeune femme et de l'endroit où il se trouve. Elle explique qu'elle l'a inscrite à l'hôtel à son nom après qu'il se soit évanoui la veille. Lin est stupéfait d'apprendre qu'il est le propriétaire de l'hôtel et vérifie auprès de la jeune femme. Celle-ci confirme avec une grande joie qu'elle a appris que Lin était le propriétaire de l'hôtel grâce à une mise à jour de sa puce effectuée la nuit dernière. Lin est confus et stupéfait par les avancées technologiques qu'il ne peut pas comprendre. La serveuse l'informe fièrement qu'elle a été formée pour répondre à ses besoins. Elle continue à lui demander comment elle peut l'aider. Pour se calmer, Lin lui demande poliment de quitter la pièce. La jeune fille se lève et part après qu'il lui a demandé de le faire. Lin sort du lit et se promène dans la chambre, essayant de se faire à l'idée qu'il est désormais propriétaire de cet hôtel. Il ressent un picotement électrique à l'arrière de la nuque. Il se retrouve soudain à l'intérieur du système. Sur le toit de l'hôtel, il peut lire que Lin est le propriétaire et voir une photo du seigneur barbare qui possédait auparavant le bâtiment. Lin tente de comprendre ce qui s'est passé après avoir vaincu le seigneur barbare et pris son hôtel. Pour cela, il doit apprendre comment fonctionne ce système. Il s'efforce de comprendre la situation. Il est troublé par la vue d'un Nitcoin qui apparaît soudainement devant lui. Après avoir cliqué sur l'icône,
Les données pertinentes apparaissent devant lui. Les bâtiments de chaque secteur produisent des Nitcoins, la monnaie universelle du système. Il apparaît également que Lin possède un Nitcoin. Lin voit une explication détaillée des caractéristiques des Nitcoins. Grâce à ces Nitcoins, il peut accéder aux zéros les plus élevés du jeu. Lin considère qu'il est actuellement au niveau 0 et qu'un nombre infini de héros attendent d'être découverts. Lin est curieux des Nitcoins et souhaite en savoir plus. En remontant, il se rend compte qu'il peut utiliser l'argent pour augmenter la production de ses bâtiments et acheter des défenses à la boutique. Le dernier choix l'étonne complètement. Un Nitcoin peut être échangé contre 100 000 $ en espèces. Sans trop réfléchir, Lin appuie sur le bouton et reçoit immédiatement 100 000 $. Il est enthousiaste et n'arrive pas à croire que cela se traduira par de l'argent. Maintenant qu'il sait que le message et le jeu sont réels et qu'il n'aura plus jamais faim, il est ravi. Il examine le plan de la ville qui l'entoure et se demande s'il peut conquérir toute la métropole. Cette perspective le remplit de joie, car elle mettrait fin à ses difficultés financières. Ses pensées joyeuses sont interrompues par une pensée inquiète. Avant d'y croire pleinement, il a besoin de vérifier une chose. Dès qu'il sort de sa chambre, tout le monde, y compris la fille de tout à l'heure, le salue. Tous ses employés l'accueillent en l'appelant « patron ». Il se dirige vers la réception et demande poliment à l'employé de vérifier ses précédents enregistrements. Lorsque la réceptionniste consulte le dossier, elle découvre plusieurs entrées qui révèlent à Lin qu'il a pris l'identité des derniers propriétaires. Il quitte l'hôtel en se demandant ce qui a bien pu changer depuis le combat d'hier. Il commence à retourner à son ancien domicile. Il lève les yeux, a été surpris par la présence d'une ombre devant sa fenêtre. Il le met en colère, monte les escaliers jusqu'à son appartement. En arrivant à son étage, il trouve tout ce qu'il possède dans le shroom. Il s'empresse d'aller voir l'oncle Wang, un propriétaire, pour lui demander ce qu'il a fait. Le propriétaire est contrarié parce que Lin n'a payé qu'1 mois de loyer et qu'il n'a rien. Il dit à Lin qu'il s'est arrangé pour que ses affaires soient jetées, ce qui lui permet de partir plus facilement. Avec rage, Lin lui donne de l'argent et lui dit de garder la monnaie. Il dit à l'oncle Wang qu'il part pour une vie de luxe dans un hôtel et s'en va avec son sac. Lin ressent à nouveau ce picotement électrique dans la nuque alors qu'il marche dans la rue. La carte se matérialise devant ses yeux. Il est convaincu qu'il a raison et que personne d'autre ne peut voir le système. Lin se demande s'il veut plus de Nitcoins, s'il a besoin de plus de bâtiments qui produisent des Nitcoins, et s'il veut battre les propriétaires de ces bâtiments, il doit faire preuve de beaucoup plus de vitalité. Il sait qu'il existe un énorme fossé entre la puissance de combat des héros de haut niveau et celle des héros de niveau inférieur. La victoire n'a été possible que parce que son adversaire l'a grossièrement sous-estimé. Lin aurait du mal à rivaliser avec lui. Lin est surpris par une alerte système l'informant qu'un seigneur a pénétré sur son territoire et lui a déclaré la guerre. La nouvelle d'une attaque imminente fait basculer Lin. Devant son hôtel, une jeune femme aux cheveux bleus et à la valise jaune, on le voit souffler du chewing-gum tout en portant un chapeau noir et jaune en forme d'oreille de lapin. Des images de drones la montrent en train de dire qu'elle a l'intention de séjourner dans le tristement célèbre H Street Celebrity Hotel. Elle promet que le spectacle d'aujourd'hui sera fantastique et espère que son public se joindra à elle. La jeune fille aux cheveux bleus et au chapeau en forme d'oreille de lapin est arrivée dans sa chambre d'hôtel. Un drone en forme d'avion la suit partout. Aujourd'hui, le temps est parfait pour filmer. Le drone informe la jeune fille avec un visage joyeux, car la température est de 25 degrés et la qualité de l'air est bonne. Après avoir tiré les rideaux, elle sort du balcon et observe la ville en contrebas. La jeune femme commande à son drone de fouiller tout l'hôtel et ses environs. La jeune fille est surprise par une alarme émise par le drone alors qu'il scanne le système. Il essaie de lui dire qu'une guerre d'écrasement a éclaté dans la région et qu'elle en ressentira les effets. De plus, il lui dit qu'elle doit immédiatement commencer à se préparer au combat. Le fait qu'une guerre d'écrasement se déroule dans un endroit aussi éloigné inquiète la jeune fille. Elle ordonne au drone d'examiner la zone à la recherche de signes de conflit. Comme il n'y a probablement pas beaucoup de gens plus forts qu'elle dans cet endroit minuscule, la perspective de voir de nombreuses personnes accumuler des avantages la fait rayonner de joie. Pendant ce temps, Lin est introduite dans le système. Le surchargeur du système de soutien a été activé, l'informant de choisir la catégorie de soutien. Les options qui s'offrent à lui comprennent des pièges et des embûches, des sorts et de la magie, des compétences et des techniques, des plans et des schémas, des cerveaux et des muscles. Lin est surpris d'avoir la possibilité de choisir un système de soutien, car il n'a jamais eu cette option auparavant. Il explore chaque section et trouve de nombreux choix dans chaque grande catégorie. Malheureusement, il n'a pas assez de Nitcoin pour acheter l'entropie de la dette qu'il a choisie. Lin est déçu de constater qu'il existe un fossé entre le contenu gratuit et le contenu payant, ce dernier semblant plus décisif.
Il commence à se sentir désespéré car il sait qu'il a gaspillé sa seule Nitcoin. Malheureusement, il opte pour l'arbalète standard gratuite. Lin se transforme en son personnage au fur et à mesure que le soutien s'installe. Lorsqu'il entre sur le champ de bataille, le système l'avertit de son entrée. Alors que Lin entre sur le champ de bataille, la horde de barbares se précipite sur lui pour l'attaquer. Le ciel s'ouvre soudain et un seigneur des barbares nommé Géli annonce son intention de le défier. Il demande à Lin d'attendre sa mort inévitable. Lin trouve étrange qu'il se soit présenté juste avant le début du combat. Lin, confiant, frappe de son épée la horde barbare, tuant plusieurs d'entre eux. L'élite des serviteurs osseux qu'il libère ensuite continue à massacrer la foule. Lin s'éloigne tandis que ses serviteurs massacrent la foule. Il est surpris par le ricanement du chef de la foule barbare. Satan se demande si cet adversaire naïf ne l'a pas choisi parce qu'il est méprisé. Il grimpe ensuite à un arbre et demande à ses serviteurs de se mettre à l'abri à proximité. Lin observe le seigneur barbare depuis son perchoir alors qu'il passe en riant. Lin ordonne à ses serviteurs d'attaquer le seigneur par derrière, prendre le seigneur au dépourvu. Le seigneur, cependant, tue tous les serviteurs. La restauration de son athée. Toujours caché dans l'arbre, Lin est convaincu qu'il a raison de supposer que tous les héros barbares récupère de la santé lorsqu'il tue d'autres unités. Lin lance l'attaque de saignement en sautant d'un arbre derrière le seigneur barbare. Le seigneur barbare bloque son coup avec son épée. Il insulte la force de Lin en disant que l'utilisation de 2 épées est sa forme complète. Le seigneur des barbares continue de frapper Lin de son épée. Comme Lin n'est pas blessé par les tirs erratiques du seigneur, il a confiance en ses capacités. Derrière lui, Lin déclenche l'explosion de sang. Le seigneur devient furieux et ordonne à Lin de cesser d'agir comme un rat et de se tenir devant lui comme un homme. Le seigneur crie rage de sang, esprit de combat. Et Lin répond calmement que le seigneur doit se reposer. La poitrine du seigneur fait boum et Lin claque des doigts. Alors que son sang gicle partout, le seigneur barbare le maudit. Lin se moque de lui parce qu'il fait la guerre aux autres avec un tel niveau de compétence. Après avoir vaincu le seigneur barbare, Lin s'inquiète que sa victoire n'ait pas été annoncée. Un message apparaît, l'informant qu'il reste encore un seigneur à vaincre sur le champ de bataille avant de pouvoir déclarer la victoire. Le coucher de soleil et la nuit commencent. Et la fille aux oreilles de lapin et sa bande sont prêtes à passer à l'action. Sous la lumière de la pleine lune, Lin cherche sur la carte toute trace de son dernier ennemi. Lin veille à ce qu'il n'y ait plus d'autres seigneurs que le seigneur barbare Mujailai. Il est certain qu'ils sont actuellement cachés quelque part dans les bois. Lin libère l'insecte analysé et l'envoie en mission pour traquer l'ennemi. L'insecte vole à travers les bois, avant d'être abattu par une flèche. La jeune fille aux oreilles de lapin se penche sur l'insecte mort, arc en main. Elle s'en approche pour l'examiner, mais sa curiosité est vite remplacée par de l'irritation lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit d'un insecte de la race des monstres, qu'elle méprise en raison de son apparence hideuse. En revanche, Lin reste invisible en sautant d'une branche d'arbre à l'autre. Sans l'alerter, la jeune fille élimine l'insecte analysé. Lin est choqué de voir une flèche se diriger droit sur lui. Il évite définitivement la flèche et atterrit en toute sécurité sur le sol. L'arrivée d'une nouvelle flèche le déstabilise. Il l'esquive une nouvelle fois et court vers la créature masquée aux oreilles de lapin. Il sourit d'un air impassible en observant Lin. Un autre trio de flèches surprend Lin. Alors qu'il fuit les flèches, il prend conscience de la gravité de la situation. L'objet gratuit qu'il a reçu juste avant le combat peut être d'une grande aide. Il opte finalement pour l'arbalète ordinaire et confirme sa décision. Il sourit de son plan génial et tire des flèches de son arbalète sur les créatures aux oreilles de lapin. Il réussit à éliminer toutes les créatures vivant dans les arbres. Leur seigneur découvre qu'un héros de la race des monstres, Elite Bone, possède une attaque à distance. Lin continue de tirer dans la tête des créatures lapins et de les tuer. En évitant leurs attaques, la jeune fille est choquée de voir mourir ces créatures lapins qu'elle appelle les archers spirituels. Compte tenu de sa portée relativement courte, elle n'arrive pas à croire qu'une arbalète puisse être aussi précise. Elle entend Lin l'appeler et lui dire qu'elle doit sortir de sa cachette, car tous ses soldats ont été tués, en tirant une flèche verte, incandescente et rapide sur Lin par derrière. La fille fait un saut périlleux arrière. Quand Lin voit la flèche arriver sur lui, il se retourne pour faire face à l'ennemi et tire à l'arbalète sur elle. Il se dit qu'il a compris où elle se cache. Ils parviennent tous deux à éviter mortellement les flèches. Lin ayant décidé de passer aux attaques à distance, la fille semble soulagée qu'il ait renoncé à certaines de ses capacités. Elle lui tire la langue et le traite d'idiot en le regardant. Elle lui répète que la race des monstres est celle qu'elle déteste le plus et qu'elle le tuera à cause d'elle. Lin,
Furieuse d'apprendre qu'elle a raison, car il ne peut pas utiliser sa compétence d'attaque de saignement, ce qui l'empêche de cumuler l'effet de saignement nécessaire à l'activation de la graine de sang, doit recourir à des attaques régulières pour réduire ses HP. Il se souvient soudain avec étonnement que la bestiole analysante peut éviter les obstacles de manière autonome pour assurer sa survie. Après une préparation minutieuse, il se lève fièrement et lâche tous les insectes analystes en même temps, un geste qui ne peut être exécuté qu'une seule fois. Lynn vise avec ses arbalètes, alors que les bestioles volent vers la jeune fille. Avec un sang-froid remarquable, la jeune fille à l'arrière-plan encaisse la flèche sur son bras. L'assaut de flèche prend la jeune fille au dépourvu et plusieurs d'entre elles la touchent. Elle lui crie des insultes, ne sachant pas comment il a pu la frapper. Furieuse, elle tire des flèches sur les insectes, les tuant tous. Lynn se tient là, sans la moindre égratignure, alors qu'il lui fait face. La jeune fille se tient devant lui, il lève son arbalète et la vise. Lynn laisse échapper la graine de sang et la lance dans sa direction. La jeune fille, infectée par la graine de sang, se tourne vers Lynn et lui demande son nom. Elle admet qu'il est doué, mais ne comprend pas pourquoi il voudrait s'associer à une race aussi laide et à des monstres. Elle continue à lui parler, lui disant que s'il aime tirer, il devrait choisir des esprits comme elle qui sont plus beaux et plus forts. Elle lui demande ensuite s'il a été forcé d'incarner des os noirs et laids dans le jeu. Lynn n'arrive pas à comprendre ce qu'elle fait ou dit. Elle se moque de lui et lui montre à nouveau sa langue, lui disant qu'elle ne jouera plus avec lui parce qu'il ne comprend pas et qu'il utilise de la semence sur elle. Elle se souvient qu'ils sont passés tout près en s'éloignant. Ce n'est que parce qu'elle est partie qu'elle n'est pas morte. Elle ordonne à son drone d'activer les barrières et quitte le système. Lynn reste là, perplexe. Ses efforts ont porté leurs fruits et on l'informe que la zone est désormais sécurisée, déclarant la victoire de Lynn. Ce qui vient de se passer a laissé Lynn complètement perplexe. La jeune fille est de retour dans sa chambre d'hôtel. Comme le joueur avec lequel il était doit se trouver à proximité, elle envoie son drone Gully à sa recherche. Après avoir reçu le signal, le drone décolle. En cette nuit pluvieuse, Lynn dort profondément dans son lit en peluche. La fille au chapeau à oreilles de lapin ouvre sa porte et entre. En regardant Lynn se reposer, ses yeux s'illuminent de joie. Après une longue recherche, elle le retrouve. Lynn ouvre lentement les yeux. Il est surpris de constater qu'une jeune femme est penchée sur lui. La fille plaisante en disant qu'il s'est réveillé. Lynn s'inquiète de la proximité d'une personne inconnue et demande à savoir qui elle est. La jeune fille donne au drone le goulot d'étranglement pour lui tirer dessus, ce qu'elle fait avec un large sourire. Lynn, abasourdi par la tournure des événements, ordonne à la jeune fille d'arrêter de jouer. Sa tête oscille de haut en bas alors qu'il tente de se soustraire à la vue du drone. La jeune fille le regarde et lui dit de rester assis et de prêter attention à ce qu'elle dit. L'idée que quelqu'un puisse pointer une arme sur lui et s'attendre à ce qu'il l'écoute met Lynn en colère. La jeune fille s'identifie comme étant Don Yan et l'approche en lui demandant de s'associer à lui. Lynn, déconcertée, rompt finalement le silence en demandant de quelle alliance elle parle. Elle lui révèle alors qu'elle est en fait le seigneur des esprits qu'il a combattu la veille. Lynn a soudain un flashback de l'attaque du match d'hier. Il tente de faire des rapprochements et se rend compte que les deux filles ont une ressemblance frappante. Lorsqu'il la reconnaît, cela le déstabilise. Mais Lynn n'en revient pas. La fille est identique à son visage, et non à une apparence. Il lui dit alors que malgré la ressemblance, elle n'est pas le seigneur des esprits. Don demande pourquoi il a choisi une race de monstres si laide et si basse, et plaisante en disant que ce n'est pas lui qui devrait parler des apparences. Lynn s'indigne de la remarque de Don, et exige de savoir ce qu'elle entend par « humble ». Ce n'est pas comme s'il avait volontairement intégré le groupe des monstres. Don dit en plaisantant à Gully de le tuer avec un pistolet. Lynn évite de justesse de se faire tirer dessus. Don dit à Lynn de se taire, puis lui demande s'il va enfin l'écouter, tandis que Lynn se recroqueville sur le lit. Lynn met sa main sur sa bouche pour signifier qu'il est prêt à écouter. Don lui dit qu'elle admire son habileté et qu'elle se battrait volontiers à ses côtés en tant qu'allié. Après le combat, elle se battra à ses côtés s'il la récompense en lui donnant une partie des pièces de monnaie. Lynn lui demande avec inquiétude si la politique du système est d'éliminer tous les seigneurs et s'il est possible de travailler ensemble. Il continue de s'enquérir de sa disparition lors de la bataille d'hier. Lorsque Don entend Lynn poser des questions, elle se sent frustrée et qualifie Lynn de débutant parce qu'il manque d'expérience mais possède certaines compétences. Mais elle accepte de lui dire comment pour le bien du partenariat. Elle l'informe que la guerre d'annulation a commencé il y a 3 ans et qu'elle s'est étendue au monde entier. Cependant, la plupart des joueurs des autres villes ont déjà formé des alliances, et certains ont rejoint une société financière et sont devenus leurs laquais de guerre. Les choses n'ont donc pas encore dégénéré dans la ville de Lynn.
Alors que Don raconte tout cela à Lin, celle-ci devient furieuse et serre le poing. Lin lui pose alors la question évidente de savoir pourquoi elle ne s'est pas battue aux côtés de ces grandes entreprises ou ne les a pas rejointes, étant donné qu'elle connaît si bien les guerres d'annulation. Elle continue à lui dire qu'il est naïf et que le pouvoir d'une personne est limité et insuffisant dans cette guerre. Deuxièmement, elle ne serait pas là à demander son alliance si la grande entreprise l'avait déjà acceptée. Il se dit que s'il peut s'allier avec elle, il pourra l'utiliser comme allié dans la bataille et apprendre d'elle des informations précieuses sur la guerre de l'Override. Il se dit que tout est bon pour lui en ce moment. Son esprit est soudain envahi par l'inquiétude. Il se rappelle qu'il n'en sait pas encore assez sur Dawn pour lui faire confiance, et qu'elle est trop mystérieuse pour qu'on puisse s'y fier. Il doit donc être prudent. Lin dit qu'il est d'accord avec l'Alliance mais qu'il doit faire ce qu'il dit. Dawn lui assure joyeusement qu'il n'y aura pas de problème et ordonne à Gully de lancer le programme. L'informant de l'activation du programme d'Alliance, Gully s'adresse à elle en tant que maître. Après avoir scanné Lin, Gully les informe qu'une alliance entre le seigneur Lin Shang et le seigneur Dongyan a été conclue avec succès. Dawn précise la nature des alliances en indiquant qu'il s'agit essentiellement de programmes détournés, développés par des entreprises, qui permettent aux joueurs servant sous les ordres de deux seigneurs de former des parties en combinant leurs codes dans un seul identifiant de combat. Lin est impressionné par son niveau de connaissance et ne cesse de lui demander des détails sur le jeu. Dawn l'assure avec joie qu'elle lui révélera progressivement des informations. Elle lui explique qu'elle a été quelqu'un ou quelque chose d'autre, mais elle s'arrête. Elle devient sérieuse et commence à marcher vers la porte, déclarant qu'elle doit partir maintenant que l'alliance est formée. Lin lui pose brusquement une autre question, cette fois-ci pour savoir comment elle l'a rencontré, et si elle le harcèle ou non. Elle met le doigt sur ses lèvres pour indiquer qu'il s'agit de son secret, puis lui dit de monter en niveau et de devenir plus fort pour qu'ils puissent, tous les deux, gagner plus de Nitcoin. Elle lui dit qu'elle remplira les blancs la prochaine fois qu'ils se parleront. Elle l'informe avec enthousiasme qu'elle l'attendra au 15e étage de son hôtel s'il a besoin d'elle. Lin lui fait ses adieux et lui promet de la tenir au courant de toute nouvelle tactique qu'il mettra au point pour leur prochaine bataille. Lin regarde la porte se refermer derrière elle. Il s'adosse à l'oreiller du lit et se dit que Dawn a raison et qu'il doit trouver un moyen de survivre et de devenir plus fort immédiatement. Lin continue d'analyser le système et réfléchissait à la façon de gagner plus de Nitcoin. Seuls 3 des 5 Nitcoin dont il a besoin pour débloquer et améliorer son système sont actuellement en sa possession. Il examine la carte en pensant qu'il doit obtenir plus de bâtiments produisant des Nitcoin pour gagner plus de Nitcoin. Il inspire une structure qui frappe 3 pièces de monnaie. Et son visage s'illumine d'excitation. Il rayonne de joie, ayant localisé sa prochaine cible. Chen Li devient CEO de Chengxi Industry. Porte un monocle, un manteau et un turban ex-squatter en regardant par la fenêtre de son bureau. Il se dit que Sœur Agu a choisi ce combat parce que c'est un terrain d'entraînement et qu'elle doit bien faire. Le bruit des rires le sort de ses pensées. Son assistant lui annonce qu'une femme est arrivée et souhaite le rencontrer. La femme demande si elle a un rendez-vous, mais il n'y en a pas sur le calendrier des rendez-vous. Pendant que son assistante le met au courant, la jeune fille passe à côté de lui. Chen demande à l'assistant de lui ouvrir la porte. La porte s'ouvre, et une femme vêtue d'une combinaison noire en latex et d'un manteau rouge entre. Assis calmement à son bureau, il lui demande si elle est l'aide que sa sœur a trouvée. La femme enlève ses lunettes et l'appelle « garçon » et lui demande, en se moquant de lui, que son aîné lui a appris les bonnes manières. Chen se présente calmement et la salue chaleureusement. La jeune fille se penche sur le bureau, sourit et l'avertit de ne pas être arrogant car elle l'aide à cause de ses sœurs, et elle ajoute l'insulte à la blessure en le traitant d'amateur. Elle lui tend un disque dur et lui explique qu'il contient toutes les informations que ses sœurs veulent qu'il ait. Le disque dur qu'il a devant lui révèle une carte de guerre avec toutes les installations de production d'héroïne en surbrillance. Il n'en revient pas du niveau de spécificité et lui dit que cela lui sera d'une grande aide. La femme le saisit par le col et l'attire à elle. Elle lui tend un contrat et lui demande de le signer rapidement. Pour exprimer son irritation, Chen écarte sa main de lui. Après s'être calmé, il la qualifie d'impolie. La jeune fille est déconcertée, mais elle sourit bientôt et le complimente sur son courage. Comme elle a une haute opinion de lui, elle est très heureuse. En partant, elle se présente comme Wen Sendai et dit qu'il peut la joindre par PDA si nécessaire. Chen la regarde quitter la pièce. Accroché aux côtés du bâtiment, le nettoyeur nettoie l'extérieur par une belle journée. Au même moment, Lan et Dong posent la carte de guerre écrasée sur la table. Il élabore soigneusement une stratégie et lui explique que la zone a une norme différente d'occultation avec de petits chemins. Ils devront donc trouver un moyen d'y parvenir le plus rapidement possible. Dong saute d'excitation et lui dit qu'ils vont s'élancer jusqu'au bout.
Lin lui met la main sur la bouche pour la faire taire et lui demande de se calmer pour qu'ils puissent discuter. Lin lui dit sèchement qu'il ferait mieux de se préparer à la bataille si les deux seigneurs voisins décident d'occuper cette zone. Dong, qui sourit d'une oreille à l'autre, dit que ces deux seigneurs n'attaqueront pas cet endroit à la place. Ils doivent se méfier de certains salauds. Elle appelle Gully, et il affiche les informations sur les personnes qui rejoindront la bataille. À sa grande consternation, Lin apprend qu'il s'agit des Chen. Effrayé de voir les corporations familiales, il ferme bientôt les yeux. Il la regarde d'un air piteux et s'enquiert de ses chances de gagner. Dong plaisante en disant que leurs chances de succès si Jen Gejen rejoint le jeu sont d'environ 10%. Lin commence à se demander pourquoi il devrait se battre. Dong pose une main sur son épaule et le rassure en lui disant qu'aucun chef fort du type Zengejen ne sera envoyé à cet endroit. Lin se cache le visage dans les mains en s'inquiétant de la famille Chen et de l'intérêt qu'elle semble porter à la propriété. Il s'assure auprès de Dong que ces informations sont exactes. Les doutes constants de Lin sur ses compétences l'irritent au plus haut point. Avec un sourire rassurant, Lin lui dit qu'il la croit et qu'elle peut leur dire la vérité maintenant si elle le souhaite. Elle explique à Lin que depuis qu'il a prévu d'attaquer cet endroit, elle a envoyé Gully pour détecter et collecter des informations à cet endroit, tandis qu'elle rayonne de fierté et de bonheur. Il est gêné par sa productivité. Lin et Dong, pleins de confiance, ont décidé de lancer leur assaut demain. Le lendemain, ils se rendent tous les deux sur place et interrogent, et attendent à l'extérieur, prêts à agir. Ils ont fait leur chemin dans le système d'écrasement. Lin et Dong sont au centre du système, et elle est impatiente de prendre ses décisions. Dong s'en irrite et l'avertit avec colère de ne pas faire de choix sans y réfléchir sérieusement en raison de l'imminence du combat. Il l'avertit qu'elle doit faire des choix cohérents avec sa stratégie. Dong lui répond joyeusement qu'elle connaît l'arme et qu'elle l'a déjà utilisée, y compris lors du combat contre lui. Furieux de son attitude cavalière, Lin lui explique que cette arme ne peut être utilisée efficacement, notamment parce que la bataille se déroulera de jour. Dong rit de bon cœur et lui explique que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a choisi d'être avec lui. Il ne peut s'empêcher de se demander comment elle a pu arriver jusqu'ici avec une attitude aussi irritante. Dong dit à Lin qu'il est trop lent, alors qu'il examine minutieusement les options disponibles. Lin lui ordonne de mettre fin à son bavardage incessant. Dès qu'ils posent le pied sur le champ de bataille, ils reçoivent une alerte leur indiquant que les chefs de guerre se trouvent à proximité. Alors qu'elle s'échauffe pour le combat, Lin lui dit que ce sont eux qui feront le premier pas. Comme d'habitude, ils examinent la condition de victoire, qui exige qu'ils éliminent tous les seigneurs de la guerre. Et c'est ce qu'ils entreprennent de faire. Lin et ses serviteurs d'os d'élite courent vers une armée de ce qui ressemble à des soldats armuriers armés de lances et de boucliers. Les serviteurs osseux frappent les soldats de plein fouet, et Lin se bat à leur côté. Pour se défendre, les soldats joignent leurs boucliers pour former une forteresse. Lin frappe avec son épée, attaquant la défense, mais se retrouve au sol. Depuis Dong, il crie à l'aide, lui disant qu'elle est de la prochaine. Le bouclier empêche Dong et ses esprits de tirer des flèches sur l'ennemi. Les soldats tirent à l'arbalète sur les esprits, en pratiquant de petites ouvertures entre leurs boucliers. Pour se protéger, Dong se dirige rapidement vers un rocher proche. Cette attaque, elle le comprend maintenant, était extrêmement risquée. Lin s'éloigne en courant du soldat et crie à Dong qu'ils vont se cacher l'un de l'autre. Les soldats se rassemblent en ligne et regardent autour d'eux avec incrédulité. Un homme en uniforme de commandement apparaît et se place entre les deux groupes de soldats. Il demande à ses ennemis de cesser de se tapir dans l'ombre et dit à l'équipe de monstres de perdre leur temps à essayer de défier sa grande armée. Lorsque Lin, qui s'est abrité derrière des gravats, entend la voix du commandant, il est surpris par le ton et la manière dont il s'exprime. Le commandant ordonne à l'armée de sonner le corps de toutes ses forces. L'armée se déchaîne avec des tirs d'arbalète, rochers explosant près de Lin. Lin ordonne de disperser et d'encercler l'ennemi, en espérant que lui et ses serviteurs s'en sortiront indemnes. Les serviteurs sont transpercés par des lances, alors qu'ils tentent de s'enfuir vers le fort. Cette agression provoque chez Lin un sentiment de malaise. Lin, qui esquivait les attaques, a été pris au dépourvu lorsqu'on lui a pointé un pistolet sur la tête alors qu'il était accroupi sur le sol. Furieux, le commandant s'exclame qu'il ne se doutait pas que leur prochaine rencontre se déroulerait de la sorte. Lin, en état de choc, refuse d'accepter la présence de Chen Ligo. Un pistolet est braqué sur la tête de Lin, qui se tient au milieu des restes de ses serviteurs. Le commandant, peu amusé, fait semblant d'être surpris par le fait que Lin continue à se souvenir de lui. Lorsque Lin apprend que la famille Chen participera à la bataille, il devient furieux et déclare qu'il aurait dû savoir qu'il serait présent. Chen, toujours calme et posé, se tient au-dessus de lui et lui dit qu'il ne peut pas croire que Lin ait aussi rejoint la guerre, et que s'ils ne s'étaient pas rencontrés de cette façon, ils auraient pu avoir une chance de rattraper le temps perdu. Lin lui dit qu'il ne serait pas là s'il avait su que Chen serait là, exprimant ainsi sa profonde déception. Chen grince des dents,
et dit à Lin qu'il n'a pas changé après tout ce temps. Il se détourne de Lin, les yeux plissés de colère. Il poursuit néanmoins leur conversation en disant à Lin que s'il pense que Chen sera reconnaissant parce que Lin lui cède toujours, il se trompe, et que chaque fois qu'il y a un conflit entre eux, Lin recule toujours. Indigné, Chen hurle à Lin, lui demandant s'il le considère si faible et indigne de respect. Lin ne sait plus où donner de la tête. Chen lui assure qu'il réussira seul cette fois-ci et qu'il n'a pas besoin d'aide. Il donne l'ordre aux soldats de tirer sur Lin avec des arbalètes. Dong utilise son talent unique de lanceur de flèches pour sauver la situation, au moment où les soldats s'apprêtent à faire feu. Elle demande avec colère à Lin s'il rêve parce qu'il est immobile. Elle saisit l'homme par le col et l'éloigne, l'exhortant à partir rapidement. Elle rassemble ensuite ses archers spirituels par un coup de sifflet. Il tire des flèches sur Chen, mais ses gardes parviennent à les tenir à distance. Chen estime que l'attaque est pitoyable. Se cachant avec Dong, Lin réfléchit aux paroles de Chen et réalise qu'il ne peut pas croire qu'il ait cru à cela. Dong devient furieux et demande à Lin ce qu'elle fait pour faire échouer le plan. Elle lui en veut d'autant plus qu'il lui a fait perdre de nombreux archers spirituels. Lin lui dit d'un ton triste qu'il connaît ce seigneur depuis qu'ils sont les meilleurs amis du lycée. Il se concentre sur les brimades subies par Chen au lycée et qu'on leur demande d'aller chercher des boissons pour d'autres. À l'école, il est poussé à terre par des brutes qui lui disaient qu'il devait suivre les traces de sa famille et se prosterner aux pieds d'étrangers. Lorsqu'il était victime de brimades, Lin le défendait toujours. Dong n'arrive pas à croire que Lin est le camarade de classe de Chen et lui demande, choqué, s'il est lui aussi issu d'une famille aisée. Lin chante, déconcerté par ses questions et distrait par ses pensées. Il prétend avoir été dans le passé, mais ne se souvient plus de rien. Dong s'approche nerveusement de son visage et lui demande si elle devrait lui parler en face à face des priorités des enfants riches comme Chen Legio. Même perplexe, il demande si c'est typique de lui de vouloir un véritable ami qui le défendrait comme dans les films. Peut-être Chen veut-il simplement un partenaire avec qui se battre parce qu'il a été soumis aux règles de sa famille depuis sa naissance et qu'il a souvent été victime de brimades à l'école. Elle dit à Lin qu'elle est déçue par sa naïveté et que Chen veut seulement prouver qu'il est digne de se battre à ses côtés. Elle explique calmement qu'il réagit violemment parce qu'il est déterminé à montrer qu'il peut égaler les réalisations de Lin. Lin est contrarié parce qu'il sait qu'il aurait agi de la même manière s'il avait été dans la même situation. Sa rage l'a conduit à exiger le départ de Lin. Entouré de son armée, Chen se tient à l'extérieur et hurle à Lin de le combattre comme un homme. Dong dit à Lin que Chen ne sait pas choisir ses mots et qu'il est prêt à tout pour entrer en guerre avec lui. Lin tire sa lame et s'en va. En s'approchant, il crie le nom de Chen, et furieux, il déclare qu'ils se battront jusqu'à ce que Chen soit satisfait. Il l'a montré dans ce combat, Chen le regarde fixement, et lui dit qu'il n'est plus le même qu'avant. Dong se réfugie derrière un arbre tandis que Lin affronte Chen de face. Elle ordonne à ses archers spirituels de se tenir prêts à l'action. Mais Chen ne voit pas son partenaire, Dong, et il interroge immédiatement Lin à ce sujet. Lin lui assure qu'il peut vaincre Chen avec ses seules capacités. Pendant ce temps, il laisse secrètement l'analyse se dérouler pour en savoir plus sur Chen. Il apprend que le champion de Chen a des piles faibles et qu'il doit compter sur une autre capacité, plus inhabituelle, pour réussir. Chen ordonne à son armée de se diviser en deux, les arbalétriers couvrant l'infanterie par l'arrière tandis qu'il charge Lin et son équipe à vitesse moyenne des deux côtés. Il ordonne une charge et les troupes se précipitent vers Lin. Le commandant laisse filer les soldats se précipitent sur lui, lance à la main, au son du clairon. Lin évite les attaques et s'échappe, réalisant qu'il n'a que peu d'options. Lin fait un saut périlleux arrière, pour éviter sa lance pendant qu'il court. Alors qu'il est en plein vol, Chen sort un pistolet et lui tire dans la poitrine. Lin perd 7 HP et il y a une effusion de sang. Il se relève et s'étonne avec colère d'avoir subi 7 HP de dégâts, soit 2 de plus que ce qu'il avait prévu. Chen demande à Lin s'il s'interroge sur l'augmentation des dégâts, après avoir remarqué l'expression de colère et d'incompréhension sur son visage. Il explique que sa compétence avancée de clairon est active, augmentant de 2 niveaux sa puissance d'attaque et celle de son équipe. On dit à Lin que l'effet durera 5 minutes, alors qu'un pistolet est pointé sur sa tête. Chen insulte Lin lorsque Dong l'attaque soudainement par derrière, tuant de nombreux soldats de Chen. Chen ordonne à son armée en colère de former une forteresse et de tuer les archers spirituels à l'aide d'arbalètes. Lin s'enfuit alors que Chen est occupé à diriger son armée, ce qui ne fait qu'attiser la colère de Chen. Ce sont des lâches, dit-il. Pendant ce temps, Dong est furieuse car les soldats ont tué ses archers spirituels. Tout en appelant Lin à venir la sauver, elle lâche son arme et se rend aux soldats. Pendant que Chen et son armée attendent la tempête, la foudre frappe et tue autant d'hommes. Chen ne peut pas croire ce qui se passe. En se retournant, il voit Lin debout avec un livre.
Lorsque l'humeur du lecteur ONISCANT est déclenchée, un changement d'apparence se produit. Lin crie à Dong de se mettre à l'abri. Ensuite, elle aide Gurley, active le système et sort de la guerre. Voyant cela, Chen devient furieux et demande à Lin de lui expliquer comment l'élite des squelettes de son calibre utilise la magie. Lin sourit et lui demande s'il se souvient que Lin dispose également d'un système de soutien. Lin jette le sort et dit à Chen que les 20 000 $ en valent la peine, car la mort des sous-fifres est un jeu d'enfant. Une fois de plus, le tonnerre frappe, l'anéantissement de ses troupes, et inflige 400 HP de dégâts à Chen. Lin, les yeux brillants de bonheur, réfléchit au coût de ce sort magique, et à la fréquence à laquelle il peut le lancer, c'est-à-dire 3 fois. À genoux, Chen se moque de Lin, disant qu'il ne peut pas croire qu'un assassin comme lui choisisse un soutien magique. Lin, avec un large sourire, reste ferme et dit à Chen que Lin ne respecte jamais les règles et qu'il a utilisé la magie pour prendre Chen par surprise. Chen commence soudain à avoir des flashbacks de sa période au lycée. Sa dernière attaque, dit-il à Lin en commandant la charge mortelle. Lin adopte une position de combat, lui disant qu'il sera toujours le vainqueur. Chen, malgré sa fierté, concède gracieusement la défaite. Il dit à Lin qu'il peut encaisser un dernier coup et que tout ira bien. Lin libère la graine de sang, provoquant une explosion dans sa poitrine. Avec un sourire, il dit à Lin, alors qu'il se désintègre, qu'ils sont toujours les meilleurs amis du monde, même lorsque le jeu est terminé. Le programme reconnaît le succès de Lin en le désignant comme le nouveau leader du secteur. Chen rentre chez lui pour affronter son père et ses sœurs, qui l'attendent depuis sa défaite. Sa sœur aînée est furieuse contre lui et lui demande des explications. Chen choisit de ne pas s'expliquer, se sentant déçu, et de rendre sa sœur encore plus furieuse. Elle lui ordonne de s'agenouiller dans un accès de rage. La jeune sœur conseille à son aîné de se calmer et de comprendre que Chen doit avoir une bonne raison de se comporter ainsi. À genoux devant sa famille, il admet qu'il est un raté et l'histoire s'arrête là. Selon la coutume, le vieux maître fait punir sa sœur aînée Aki. Quand il apparaît soudain, il rassure le maître en lui disant qu'il n'a pas jeté l'opprobre sur la famille Chen. Elle explique que Chen n'a pas affronté un mais 2 adversaires, dont aucun n'était particulièrement faible. Avant l'assaut combiné, il était dans le siège du conducteur, mais a perdu à cause d'une alliance. Aki est choqué par la nouvelle de la collaboration de 2 joueurs dans la bataille. Le cadet de la fratrie assure à Aki, avec optimisme, qu'elle découvrira la vérité. Le vieux maître lui dit de se lever et de promettre de ne pas faire honte à sa famille. Aki lui conseille de partir avant qu'il ne découvre la vérité et de rester en dehors de la guerre. Wen remercie la famille Chen pour son soutien et annonce qu'elle va partir maintenant et que la guerre est terminée. Chen et Wen quittent la maison. Ils s'enquièrent des motivations qui la poussent à le défendre. Wen explique qu'il a tort de penser qu'elle l'a soutenue. Elle n'a fait qu'être honnête. Quoi qu'il en soit, Chen lui assure qu'il lui est reconnaissant. Il lui propose de la soulever et lui dit de monter dans sa voiture. Cette comète la prend au dépourvu, alors qu'elle se rend à son vélo, ce qui l'incite à lui demander s'il flirte avec elle. Chen trouve cette remarque répugnante et décline poliment cette accusation de flirt. Elle saute sur son vélo d'or et plaisante en disant qu'il aura de nombreuses occasions de l'inviter à sortir. Pendant que Chen attend, elle enfourche son vélo et s'en va. Une limousine s'arrête et un garde du corps sort pour l'accueillir. Il fait signe à son patron de sortir et tient la porte ouverte. Un homme de petite taille et en surpoids sort et est salué poliment par les proches de Chen. Le vieux maître l'accueille joyeusement et l'introduit à l'intérieur. L'homme se moque d'eux en disant que leur maison est fade. La jeune sœur se retourne et salue Chen alors qu'elle et sa famille entrent dans le bâtiment. Il entre dans sa voiture et demande au chauffeur de le ramener au bureau. Lin est bien rentrée dans sa chambre et téléphone à Dong pour se plaindre qu'elle a abandonné le jeu après qu'il lui a demandé de se cacher. Dong se plaint qu'elle a abandonné le jeu après qu'il ait demandé à ce qu'il se cache. Dong s'amuse actuellement au grand air. En plus de savoir qu'il gagnera dès qu'elle entendra sa voix, elle lui dit que sa survie est de la plus haute importance. Alors qu'il attend qu'il paie sa facture et l'étale de Tante Yang, elle ne cesse de lui dire de sortir et de la rencontrer. Lin trouve cela drôle et décide d'aller la voir. Dong boit à une table en face de lui. Lin est également perplexe face à l'assurance de Chen qu'il ira bien quelle que soit l'issue de l'affaire. Comme la famille de Chen possède beaucoup de terres, même une perte mineure ne lui fera pas de mal. Et il n'est pénalisé que s'il perd toutes ses terres. Dong, ivre de victoire, lui répond joyeusement. Elle lui dit avec optimisme qu'il devrait se réjouir car c'est leur 4e bâtiment qui produit des Nitcoins. Lan se joint à la fête en expliquant comment il a augmenté ses revenus et remboursé ses dettes. Lin trinque à leur succès en prenant un verre après un repas satisfaisant. Ils continuent à boire et à applaudir. Une douzaine de bières supplémentaires, de la cervelle de porc rôtie et épicée, des écrevisses sautées à l'ail,
et des palourdes mal figurent sur la liste des commandes de Sun Lin. Lin et Dong décident de passer la nuit à boire pour fêter leur succès. Ils se saoulent, paient l'addition de 13,50 $ et s'en vont. Les chefs sont ravis de les voir si heureux ensemble. En dansant dans les rues, une fois qu'ils ont trouvé et enregistré leur chambre, ils vont directement au lit. C'est le lendemain matin et leurs affaires sont éparpillées sur le sol. Lin et Dong partagent le même lit en ce moment. Lin est exposé au froid tandis que Dong dort au chaud sous la couverture. Il éternue et se demande avec irritation pourquoi il fait si froid ce matin. Dong se réveille lentement et commence à se plaindre qu'il est trop bruyant. Entendant leurs voix respectives, ils réalisent rapidement qu'ils partagent une chambre et un lit. Ce qui a pu se passer entre eux la nuit dernière les fait paniquer. Dong ordonne immédiatement à Gully de faire écouter l'enregistrement pour confirmer ce qui s'est passé la nuit dernière. La simple mention d'un enregistrement fait monter l'anxiété de l'un. Dans l'enregistrement, Dong occupe la plus grande partie de la couverture, tandis que l'un est laissé à elle-même. Après avoir regardé la vidéo, elle plaisante en disant qu'il doit avoir une excellente maîtrise de soi, et il rit. Elle lui répond qu'il n'est pas intéressé par les filles plates, et que les choses seraient différentes si elle ressemblait à son personnage dans la guerre. Elle s'en offusque et explique que, contrairement à ce qu'il suppose, elle ressemble à son personnage, et n'est pas du tout plate. Lin propose qu'il s'habille et aille prendre le petit déjeuner. Ils entrent dans le buffet cossu, où Lin annonce qu'ils ont déjà 4 bâtiments de production de Nikoin pendant le petit déjeuner. Une fois qu'il aura accumulé suffisamment de Nikoin, il espère passer à la deuxième étape. Alors qu'ils prennent leur petit déjeuner ensemble, Dong lui dit qu'ils peuvent exercer un plus grand contrôle sur une zone plus étendue, maintenant qu'ils possèdent 2 parcelles de terre. Lin déverrouille le système et l'informe qu'il doit sauver quelques Nikoin pour passer au niveau suivant. Lin sourit et s'enquiert poliment de sa ration quotidienne de Nikoins. Il marque une pause avant de répondre qu'il ne peut lui donner qu'un seul jour, en raison de la lenteur de la production. Cela l'ennuie, alors elle lui demande s'ils peuvent partager les frais à parts égales. Lin lui explique avec sang-froid qu'il doit assurer sa stabilité financière et s'entraîner au combat, car toutes les terres sont à son nom. Il lui promet avec enthousiasme qu'il lui en donnera un de plus pour chaque 3 Nikoin frappés. L'opposition rend Dong très heureux. Il lui doit des remerciements pour la guerre qu'il a gagnée hier avec son aide. Il se réjouit de la poursuite de leur collaboration. Un groupe de personnes qui travaillent dur est bloqué autour d'une table, dans l'usine sombre et sale. Dans une usine, un patron crie à ses employés en les menaçant de retenir leur salaire s'ils ne se dépêchent pas de travailler sur un gadget. Le signal de la puce de tête d'un travailleur est faible, et un autre travailleur tombe au sol, épuisé en disant qu'il ne peut pas continuer. Le patron, furieux, ordonne à ses 2 gardes du corps d'emmener le travailleur fatigué à l'arrière de l'entrepôt, le traitant de fauteur de troubles. Le garde frappe le travailleur pour le réveiller. Le patron informe le travailleur que ses avoirs sont négatifs et que des agents de recouvrement viendront bientôt. L'ouvrier a peur de se retrouver dans une usine de sang. Le patron lui propose donc de devenir son chien pour éviter les collecteurs. Le travailleur accepte et signe un contrat de faire mettre à jour sa puce. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'usine, l'un et la fille au chapeau de lapin discutent de leur prochaine cible. La même zone d'usine est reliée à 5 terres avec des bâtiments de production de Nikoin. Le travailleur qui a amélioré son contrat voit Lin et la jeune fille. Il s'approche avec enthousiasme de la jeune fille en l'appelant Menton. L'un et la jeune fille réagissent avec surprise et agacement. Mais la jeune fille lui dit fermement que cela ne le regarde pas. Madame Chen remercie l'homme d'avoir aimé ses vidéos et affirme qu'elle proposera d'autres contenus fascinants à l'avenir. L'homme demande une photo d'elle, et elle est d'accord. Elle lui demande s'il travaille à l'usine et il confirme. Chen lui demande s'il peut lui faire visiter les lieux car elle veut filmer un vlog sur le thème de l'usine. L'homme est d'accord et lui dit qu'il y travaille depuis 3 ans et que son patron, Jia, possède les 5 usines de la région. Il mentionne que le salaire est élevé, mais que la charge de travail est lourde. Ruru remarque un nouveau bâtiment et demande s'il est nouveau par rapport aux autres. L'homme lui demande de baisser le ton car il s'agit du bureau de son patron et il pourrait avoir des ennuis s'il découvrait la visite. Soudain, le garde personnel du patron apparaît et crie le nom de l'homme. « Afu !» Le garde s'approche de lui et lui donne un coup de pied. Et Chen assiste à la scène, choqué. Le garde du corps dit à Afu qu'il s'est encore relâché et qu'il pense qu'il ne peut pas vous frapper parce qu'il a renouvelé son contrat avec le patron. Le garde le maudit, le traitant de simple chien, et demande à la jeune fille qui elle est. Le garde fait une grimace sarcastique et plaisante sur le fait que Chen est une petite célébrité sur Internet, en disant qu'elle peut lui tenir compagnie. D'un air méchant, il lui prend la main, mais l'un arrive et le pousse au sol, lui disant de retirer sa main d'elle. Lin emmène alors Chen avec lui.
Mais le garde se relève et tente de l'attaquer. Cependant, l'un lui donne un coup de pied sous le regard de Chen. Ils courent tous deux vers la sortie et le patron les aperçoit depuis le balcon de son bureau. Chen est impressionné par l'un et lui dit qu'il ne ressemble pas du tout à un Jackie de bureau. Lin est lui aussi surpris, car il a l'impression que son corps s'est déplacé tout seul. Chen demande à son gadget, Gully, d'ouvrir la carte de l'endroit où il se trouve, qui possède 3 entrées principales. Lin marque les petites routes d'accès sur la carte. Chen l'informe qu'elle a appris des ouvriers que toutes les usines appartiennent à un patron et qu'ils doivent maintenant vaincre un seigneur pour obtenir les 5 bâtiments. Pendant ce temps, Lin sent que quelque chose ne tourne pas rond dans cette situation et avoue qu'il n'arrive pas à comprendre. Chen lui demande, en le regardant dans les yeux, quand il compte attaquer. Et Lan répond que ce sera le guet après-demain, car il veut économiser plus de Nitcoin pour la bataille. Car elle peut s'avérer très bénéfique. La journée est calme et la nuit, il commence à s'infiltrer. Lin dit à Chen qu'il est également en position, et elle répond qu'elle est également prête. Ils activent tous deux leur système de jeu. Le patron est en train de dormir, lorsque son système l'avertit que la guerre de réécriture a commencé, car quelqu'un a attaqué le territoire. Il se réveille en criant de colère et ordonne à son garde de les récupérer. Le garde se précipite. Pendant ce temps, Chen est occupé à choisir son support en sélectionnant celui qui booste les attaques à distance ultra longue. Lin l'avertit qu'il s'agira d'un combat nocturne, et qu'elle devra donc utiliser ses capacités à bon escient et rester cachée. Lin se transforme en personnage osseux, avec une agilité de niveau 1 et une puissance de 1350. Il collecte des munitions d'os, qui seront son compagnon et sa principale arme de destruction. Quelqu'un l'attaque, mais il neutralise l'attaquant avec des fléchettes d'os volantes. Il ne lui reste plus que 2 charges, qu'il conserve précieusement. Il choisit ensuite un support qui améliore ses compétences en dépensant des Nitcoin, ce qui lui permet de collecter 2 éclats d'os à la fois. Il se plaint que son champion n'est pas aussi rapide que Skelly Murai. En courant, il aperçoit 2 guerriers en train de discuter et s'en étonne, parce qu'il ne devrait y en avoir qu'un seul. Ils discutent de la possibilité de tuer les agresseurs, comme l'a ordonné le chef. Juste après que Chen se soit transformé en flèche volante d'ombre, un guerrier la voit et l'appelle Ruru Cham, le visage attristé. Chen lui demande s'il est le seigneur de ce territoire. Le guerrier prend en charge les contraintes des hérétiques, et avec un visage rusé, commande qu'elle est plus belle dans le jeu tout en la fixant. Chen se rend compte que les hérétiques sont en fait Afu. Elle lui demande pourquoi il a changé par rapport à la personne qu'ils ont connue, celle qui a essayé de le protéger. Mais Afu lui dit de se taire, affirmant qu'il est désormais puissant et qu'il n'a besoin de personne pour lui donner des ordres. Il ajoute qu'elle ne comprendra pas ce que l'on ressent lorsqu'on est traité injustement. Ruru crie « flèche volante de l'ombre » et attaque Fu, autrefois devenu hérétique. Elle lui dit que Boss Jai ne fait que l'utiliser à son profit et qu'il le tuera plus tard lorsqu'il n'aura plus besoin de lui. Elle essaie de lui faire comprendre qu'il n'est qu'un pion, mais Fu n'écoute pas. Elle l'attaque à plusieurs reprises, mais en vain. Elle décide donc de se cacher et de se dissimuler pour attendre le temps de recharge de la furtivité. Afu se soigne en utilisant le support de guérison barbare Tovem et sa santé redevient maximale. Chen comprend que le seigneur de ce territoire utilise une astuce de bas étage, connue sous le nom de seigneur exilé. Mingyum devrait appartenir à un champion de l'esprit, mais Afu utilise un champion du monstre. Elle met l'un en garde et lui conseille d'être prudent car elle a déjà rencontré l'un d'entre eux. Lin demande ce que sont les seigneurs exilés. Il y a aussi 2 champions monstrueux de son côté qui essaient de le tuer. Chen lui explique que les seigneurs exilés sont des joueurs qui ne possèdent aucun territoire. Ce sont des outils dont on se débarrasse dès qu'ils ont accompli leur mission. Lin lui demande comment elle sait tout cela. Elle attaque le monstre d'Afu avec une flèche éclair, tout en répondant à l'un qu'elle était autrefois un seigneur exilé. En fait, les seigneurs exilés ne possèdent aucun territoire. Ce sont des joueurs débutants qui n'ont qu'une seule chance de gagner en raison des conditions de victoire du système. Il n'y a qu'un seul vainqueur dans chaque guerre, pour qu'ils soient éliminés immédiatement, sans aucune pitié. Aidez leur seigneur à gagner. Elle fait ses courses, en disant que Boss Jaitu utilise l'un à son profit et qu'il le tuera plus tard lorsqu'il n'aura plus besoin de lui. Lin n'est qu'un pion, mais Afu ne l'écoute pas. Afu lui répond que ce ne sont pas ses affaires. De plus, le patron lui a déjà promis d'oublier sa dette à condition qu'il l'aide à gagner. Avec un rire malin, Afu occulte qu'il ne s'est jamais senti aussi excité qu'en regardant ses vidéos. Elle le pleure en lui disant qu'il va se suicider. Il répond qu'il doit mourir de toute façon, alors il préfère se déchaîner pour une fois dans le jeu. Un duel brutal s'engage alors entre eux. Chen dit que dans leur société, tout le monde doit lutter comme lui. Afu répond qu'elle est très bruyante et qu'il ne veut plus gaspiller son énergie à parler. Il utilise une technique de meurtre qu'il a achetée en utilisant une technique qu'il a empruntée au patron.
Il demande sarcastiquement à Chen de mourir pour lui. Ruru utilise alors son support, assaut de douche d'Aro, et l'attaque plusieurs fois tout en esquivant ses attaques. Entre-temps, un coup de poing fort la fait atterrir dans un coin au sol. Elle dit à Ling sur l'appareil de communication qu'elle ne peut plus lui réserver la surprise. Elle lui laisse le soin de faire le reste. Baliste de siège. Elle utilise son super soutien car Afu ne l'écoute pas et ne lui laisse pas d'autre choix. Sa flèche Helix transperce la poitrine d'Afu, et des miroirs pour mourir. En poussant ses derniers soupirs, Afu lui dit qu'il est heureux qu'elle ait survécu à ce duel. Chen se met en colère contre le patron pour la mort d'Afu. Elle dit à Lin Shang qu'elle va déchirer ce bâtard, Lord, en 1000 morceaux. Alors que son adversaire se désintègre autour de lui, Lin observe en silence. Une mystérieuse rose rouge commence à se matérialiser devant ses yeux, alors qu'il se retourne pour partir. La rose est aussi grande que Lin, et ses épines sont 2 fois plus grandes. Lin voit soudain une énorme rose rouge devant lui, et il est déconcerté, se demandant ce que c'est, et où est passé le Seigneur. Un visage apparaît dans la rose, demandant à Lin s'il le cherche tout en riant de manière inquiétante. Lin n'en croit pas ses yeux. Il demande hardiment à la rose s'il est le seigneur du territoire, et ce qu'il fait là. La rose demande à Lin d'être patiente, car elle n'apprécie pas d'être dérangée pendant qu'elle mange. La rose se jette sur Lin avec ses épines et ses lianes de tous les côtés. Lin évite le coup et se venge en frappant les épines, mais ses attaques n'ont aucun effet. Cela rend Lin furieux, mais il sait qu'il ne peut pas l'attaquer sans réfléchir, car il ne sait pas à qui il a affaire. Et s'il le fait, il pourrait déclencher une sorte d'effet spécial. Lin tire des fléchettes en os sur son adversaire à pleine vitesse. L'interruption agace déjà le démon de la rose, alors cette attaque ne fait qu'empirer les choses. L'ennemi laisse sortir une autre rose de sa vigne, et celle-ci commence à fleurir, donner une forme physique à l'antagoniste. Il dit fièrement à Lin de venir le voir lorsqu'il sera complètement épanoui, complètement préoccupé par sa séduction. Lin ne comprend pas du tout ce qui se passe. Son adversaire se cabre derrière lui, des lianes lui entaillant la poitrine. Il appelle immédiatement Dong pour savoir si elle a des informations sur l'attentat, car il est très secoué. Dong lui dit qu'il est un démon fleur vampirique, un seigneur de niveau 2. Lin fait face au démon de la fleur, tremblant. Une fois de plus, le démon de la fleur frappe Lin et l'envoie voler. Lin tente de contrer, mais son adversaire est rapide et dangereux, ce qui rend la victoire difficile pour Lin. Il laisse libre cours au mur de vigne fleurie en se moquant des faibles défenses de Lin. Le sourire aux lèvres, il demande à Lin pourquoi il envahit son territoire avec des capacités aussi faibles. Il libère ensuite les balles roses, dont plusieurs touchent à la case de Lin en plein front. Lin est choqué de constater que les attaques n'affectent pas sa santé. Même si le seigneur continue de l'attaquer, Lin peut certainement éviter de se faire blesser. Lin est maintenant pleinement conscient de la force monstrueuse de son adversaire. Le démon des fleurs se moque de lui, le traitant d'idiot pour n'avoir pas su reconnaître les signes de sa mort imminente. Lin n'arrive pas à croire que sa barre de santé diminue. Les manipulations du démon de la fleur ont mis Lin en colère et l'ont déçu. Il se moque ensuite à nouveau de Lin, en disant qu'il aime voir le visage de Lin lorsqu'il réalise ce qu'il a fait. Il trouve cela fantastique. Lin se lance à l'assaut, lui lançant des fléchettes d'os avec une rage folle. Il se rend compte que sa santé ne durera pas éternellement et qu'il doit donc trouver une solution rapidement. Il vérifie ses statistiques et constate qu'il ne lui reste plus que 18 os. Après un rapide examen, il se rend compte que 20 à 30 autres fragments d'os gisent autour de lui, et qu'il ne lui manque plus que les moyens de les collecter. Il demande l'aide de Dong pour retarder son adversaire de 5 minutes. Dong, qui n'a plus que quelques points de vie, confie à Lin qu'elle peut être tuée d'un seul coup. Lin est furieux de sa réponse et lui rappelle qu'elle a menacé de le vaincre un peu plus tôt. Dong se lève pour se battre, disant à Lin qu'elle lui fait confiance au péril de sa vie, et qu'il doit tout faire pour la sauver. Lin lui donne sa parole qu'il ne la laissera pas périr. Lin et le démon de la fleur s'affrontent toujours. Lin lance le boomerang et blesse le monstre. Il lui demande s'il va continuer à lancer le boomerang et s'il trouve tout cela drôle sur un ton facétieux. Lorsque Dong lance son assaut, le démon des fleurs est pris au dépourvu et elle demande à Lin d'agir rapidement. Une attaque sournoise rend le démon furieux et ne peut croire qu'il a un autre rival. Il se moque de Lin en disant que la faiblesse des attaques de Lin peut être attribuée au fait que Dong est son atout. Furieuse, Dong lui dit que c'est elle qui s'occupera de lui et exige de savoir comment il a osé utiliser le seigneur de l'exil. Pendant qu'ils se disputent, Lin s'éclipse pour ramasser les os. Le démon des fleurs s'emporte, exigeant de savoir comment elle a appris l'existence du seigneur de l'exil et ajoutant d'un ton moqueur qu'il n'a plus besoin de jouer avec eux. Pendant ce temps, il laisse échapper une pluie de démons du sang. Les rosiers et les vignes s'attaquent à Dong de toutes parts. Elle crie à Lin, lui disant qu'elle ne peut plus supporter d'autres attaques. Le démon des fleurs entend l'appel à l'aide de Dong et s'aperçoit que Lin cherche des os derrière lui.
Alors que Lin lui demande d'attendre un peu, il le frappe avec ses lianes. Dong tire une autre flèche pour attaquer et demande avec colère à Lin s'il peut ou non accélérer et pourquoi ils doivent rassembler autant d'os. Dong attaque le démon, qui répond en la traitant de moustique et en l'accusant de manquer de grâce. Elle envoie une pluie de flèches sur les lianes du démon des fleurs. Il la regarde avec de la rage dans les yeux et lui dit que c'est fini pour elle. Tout l'être de Dong tremble de terreur. Lane s'approche d'eux à la dernière seconde. Il fait attendre Dong et le regrette. D'après le décompte de ses os, il en a maintenant 50. Lorsque Lin s'approche d'eux, le démon de la fleur est surpris par l'assurance de Lin. Dans un assaut dévastateur, Lin lâche tous les os qu'il possède. Il choisit à la hâte sa technique de soutien qui double le nombre d'os de son squelette, 50, pour le porter à 100. Le démon de la fleur est incrédule face à cet assaut soudain. L'assaut continu des os finit par le tuer, en le vidant de sa santé. Lin observe la désintégration de son adversaire avec une froide détermination. Le démon de la fleur n'arrive pas à croire qu'un seigneur d'un niveau inférieur l'ait vaincu. Le système déclare Lin vainqueur, l'informant que sa récompense est arrivée et qu'il est désormais le leader du secteur. Lin est ravi de cette nouvelle. Lin et Dong sont tous deux ravis. Des gardes effectuent régulièrement des patrouilles dans l'enceinte de l'usine. Jueb II est abasourdi par le fait qu'un seigneur de niveau 1 l'ait vaincu. Son assistant l'appelle, paniqué, pour lui demander ce qu'ils doivent faire et s'il doit appeler des renforts. Jueb II lui répond avec sarcasme qu'il n'a pas besoin de personnel supplémentaire. Il n'y aurait plus personne pour travailler pour lui s'il avait épuisé tout le monde pendant la guerre. Il n'arrive pas à croire qu'il a encore la chance de posséder la propriété. Il ouvre la porte pour sortir et est accueilli par 3 personnes. Il se moque de lui et de ses aspirations à rejoindre leur rang puisqu'il n'est pas capable de vaincre un seigneur de niveau 1. Jueb II les supplie, expliquant que son adversaire est plus complexe qu'il n'y paraît. La veste rouge, membre du trio, tue rapidement Jueb II et ordonne aux autres de se taire. Ses assistants tremblent de terreur. Le système avertit les utilisateurs que le précédent dirigeant du secteur est décédé, laissant ses territoires en déshérence. L'un des 3, l'homme au masque d'oiseau, déverrouille le système et commence à le bricoler. Un autre avertissement signale que la zone a été occupée. Pendant ce temps, Lin et Dong dînent dans un restaurant malgré la pluie. Lin demande à Dong des détails sur sa connaissance des seigneurs exilés. Dong lui demande avec tristesse s'il veut connaître la vérité. Lin dit qu'il est effectivement positif. Dong, qui boit dans un verre, lui raconte que pendant ses études, elle veut devenir blogueuse de voyage et qu'elle a postulé à de nombreuses MCN. Alors qu'elle raconte son histoire à Lin, des images de son passé lui reviennent en mémoire. Les réseaux multicanaux, MCN, sont des services tiers qui s'associent à plusieurs chaînes YouTube pour proposer des fonctionnalités telles que la programmation de contenu en fonction de l'audience, les collaborations entre créateurs, la gestion des droits numériques, la monétisation et les ventes. Elle poursuit en décrivant comment l'un d'entre eux l'a recruté. Après bien des efforts, ses vlogs commencent à attirer un public assez nombreux. Pour éditer ses vidéos, elle travaille jour et nuit. Cependant, les intentions de son patron sont néfastes. Il propose à une cliente de vendre son corps. Elle ne peut pas s'engager dans une affaire aussi louche car elle se sent dégoûtée. Après avoir giflé le client, elle quitte rapidement l'établissement. Après cela, l'entreprise décide de la mettre en veilleuse. L'entreprise demande des dommages-intérêts importants pour rupture de contrat. Son patron l'informe alors des guerres de réécriture pour gagner de l'argent et éviter les agents de recouvrement, mais en réalité, elle est utilisée comme un pion dans la guerre. Elle se débarrasse de ses regrets et lui exprime sa gratitude pour être toujours dans sa vie avec Gully. L'un est stupéfait par ce récit. Il est choqué par tout ce qu'elle a enduré. Mais il comprend maintenant pourquoi elle s'oppose à ceux qui profitent des seigneurs exilés. Désespérée, elle lui demande si elle est stupide d'avoir refusé de vendre son corps. C'est un moyen simple pour elle de se faire un peu d'argent. Lin est furieuse de cette remarque et la réconforte en lui tenant la main, lui disant qu'elle n'a rien fait de mal et qu'elle a pris la bonne décision. L'action de Lin surprend Dong. Elle lui lâche instantanément la main et lui propose de passer aux choses sérieuses. Lin lui demande où elle a trouvé Gully, qui lui répond joyeusement qu'il le trouve génial et qu'il en a besoin d'un pour lui. Dong lui fait un petit sourire avant de lui dire de se taire. L'un lui dit, à son grand désarroi, que ce n'est pas grave si elle ne veut pas lui dire. Dong lui dit gravement que les ennemis qu'il affronte aujourd'hui sont différents de ceux qu'il a affrontés lorsqu'il s'est engagé dans la guerre. Elle veut savoir ce qu'il compte faire pour résoudre le problème. Lin estime qu'il devrait chercher d'autres alliés, car il est dangereux de se battre seul à ce stade. Il poursuit en disant qu'ils ont été désavantagés lors de la bataille précédente parce qu'ils ont dû faire face à plusieurs ennemis. La situation est encore plus grave si le seigneur ennemi est plus puissant que lui. Dong lui demande, en buvant dans son verre, s'il a quelqu'un en tête. L'un laisse entendre, sourire aux lèvres, qu'il en a déjà une en tête.
L'un, tout en se tenant debout et en appuyant son dos contre le mur, va téléphoner à Chen Lijiu. Chen décroche le téléphone, répond à l'appel et dit à Lin, sur un ton calme et princier, qu'il n'a jamais pensé que Lin l'appellerait de son propre chef. Lin lui dit, en se grattant la tête, qu'il tentait simplement sa chance avec l'ancien numéro de Lin et qu'il a été surpris de constater qu'il ne le changeait pas. Sur ce point, Chen répond que, bien sûr, tout le monde n'est pas comme lui, tout en commentant le fait qu'il ait disparu pendant si longtemps. Sur ce, Lin lui demande où il se trouve, tout en lui disant qu'il veut lui parler de quelque chose. Sur ce, Chen lui dit qu'il lui enverra sa position. Dong et Lin atteignent tous deux le bâtiment de Chen, dont il a indiqué l'emplacement. Dans l'ascenseur, Dong demande à Lin qui il recherche. Il lui dit alors qu'elle le verra une fois qu'ils seront arrivés. Tous deux pénètrent dans la somptueuse pièce. Chen, assis sur une chaise devant un bureau, les attend. Lin, d'une manière amicale et franche, tout en agitant la main, le salue et lui dit qu'ils se retrouveront bientôt. Sur ce, Chen lui demande directement de lui dire pourquoi il le recherche. Dong est très surprise de voir que c'est lui. Elle reconnaît qu'il s'agit du même commandant et de ses soldats en armure qui gardent la forteresse appartenant à la famille de Chen et qu'ils ont vaincu. Elle poursuit en disant que ces hommes sont... Lin commence alors à expliquer que Chen sait qu'il a participé à des guerres et qu'il ne tournera pas autour du pot. Alors il demande à Chen s'il veut joindre ses forces aux siennes. Il poursuit en pointant son pouce vers Dong, expliquant qu'il s'est rendu compte, peu de temps après l'avoir rencontré, qu'il pouvait former des alliances avec d'autres. Sur ce, Chen lui demande comment il compte s'y prendre, et Lin lui dit qu'il veut qu'il rejoigne ces alliances, comme par le passé, en exprimant sa conviction qu'avec la sagesse et les capacités de Chen, il pourrait accomplir beaucoup. Sur ce point, Chen fait preuve d'une attitude dédaigneuse, dit Lin en se moquant du passé, et lui demande pourquoi il est toujours coincé dans le passé. Il quitte la chaise et s'oppose à Lin en continuant à dire qu'il sait déjà, grâce à leur combat passé, qu'il est capable de gagner les guerres à lui tout seul. En outre, il a déjà le soutien de sa famille, et il demande alors pourquoi il doit rejoindre les forces avec lui. Sur ce, un gong fait irruption avec colère. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Lin est sincère, il ne faut pas s'enflammer. Chen l'arrête, et faisant semblant de ne pas entendre, lui demande ce qu'elle a dit. Sur ce, Chen hurle avec colère en pointant son doigt vers eux deux qu'il l'aidera s'il se débarrasse d'elle, et qu'il n'a perdu contre lui la dernière fois que parce qu'elle a interféré dans son duel. Lin traverse ensuite la table et s'approche de Chen, et lui chuchoter qu'il a une amie. Chen s'étonne. Dong, debout devant, se demande ce qu'est cette lumière aveuglante. Sur ce, Chen s'excuse en se raclant la gorge auprès de Dong et dit qu'il essaie juste de retrouver sa dignité après sa précédente bataille, puis à saisir amicalement Lin avec son bras autour de son cou, et en disant cela, qui sait qu'il y va à fond au lieu d'y aller mollo avec moi. Lin est choqué par la tension qu'il exerce sur lui. Ils sont maintenant tous les trois assis, Dong et Lin se faisant face, tandis que Chen est assis à côté d'eux sur le canapé, face aux deux autres. Explique qu'il ne peut pas rejoindre leurs alliances, car cela interfère avec les intérêts de sa famille. Et ils ne l'autoriseront pas non plus à faire cette alliance. Mais il peut aider tant que cela n'affecte pas l'avenir de la famille à Chen. Lin demande à Chen si sa famille possède autant d'entreprises sous son nom et pourquoi il est pressé de s'agrandir. Chen répond en expliquant les biens de sa famille et la guerre de réécriture que peu de temps après le début de la guerre de réécriture, tous leurs biens sont devenus sans valeur. Ils ont seulement un avantage au début parce qu'ils ont plus de pièces que les autres joueurs et s'ils ne se développent pas, les propriétés qui leur appartiennent seront prises par les seigneurs qui les attaquent, ainsi que les entreprises qui ont été fondées par la volonté de ses ancêtres. Dong dit que dans la guerre de réécriture, s'il n'y a personne de vraiment riche et personne de vraiment pauvre, tout se décidera en fonction de la force des uns et des autres. Chen poursuit en disant que ceux qui s'engagent aujourd'hui dans la guerre, quelle que soit leur taille, veulent tous s'associer aux grandes coopératives. Cependant, certains cherchent simplement à se protéger, tandis que d'autres veulent augmenter leur force. Et même eux ont des plans similaires. Un écran flottant apparaît devant Chen, indiquant qu'il reçoit un appel. Il se lève, quitte la conversation et assiste à celle-ci qui l'informe de l'arrivée de ses invités. Il ordonne de les faire entrer. Constatant l'arrivée de quelques invités, l'un décide de partir tout en disant que, comme Chen attend des invités, il prend congé. Puis de promettre qu'il appellera bientôt. Dong et Lin attendent l'ouverture de l'ascenseur. Lorsque l'ascenseur s'ouvre, on y retrouve le même trio que celui qui a tué Jia et le patron de l'usine. Le trio est dans l'ascenseur. Lin et Dong passent devant eux à la sortie de l'ascenseur. Elle pense les avoir vus quelque part. Elle se retourne donc pour observer le trio qui s'éloigne. Dans l'ascenseur, Dong est inconsolable. L'un le remarque et se demande ce qui lui arrive. Effrayée, elle explique que la famille Chen est affiliée au club des Fans. Elle raconte à l'un, tremblante de peur et de rage, que les trois sont des complices ex-Sukan
et qu'elle a failli mourir de leurs mains. Lin est troublée par cette affirmation et souhaite en savoir plus sur l'ex-Sukan et le trio. Dong lui brise le cœur en lui révélant que le trio est composé de membres du club Fangs et que ex-Sukan est le manager responsable de sa vente. Lin est furieux d'avoir entendu les révélations de Dong. Pour revenir, il s'empresse d'appuyer sur les boutons de l'ascenseur et la fait sortir de force de l'ascenseur. Cela inquiète Dong et elle le met en garde contre une action irréfléchie. Lorsque Dong quitte le bâtiment, elle appelle Lin pour savoir ce qu'il a en tête. Il lui demande de retourner à l'hôtel et la préviendra plus tard. En attendant à l'extérieur du bâtiment, Dong donne à Gully des instructions pour que Lin ne voie pas le matériel de surveillance qui se trouve à l'intérieur. Gully se dirige vers la salle des coffres et revient triomphalement. Pendant ce temps, le club des Fangs se trouve dans le bureau de Chen. Ils se moquent de Chen et de sa famille en prétendant qu'ils ne sont pas sincères parce qu'ils ont envoyé le perdant de la famille pour les rencontrer. Gardant son sang-froid, Chen répond qu'il est du même avis et que le conglomérat ne lui a pas non plus envoyé de gars utiles. Ils le mettent au défi de se battre en lui demandant s'il cherche à le faire. Le Bec demande à un membre du club d'arrêter de lui rappeler qu'il est ici pour faire des affaires. Monsieur Duchesne plaisante, c'est le Bec et c'est un gentleman. Le fait de connaître la véritable identité du Bec derrière le masque lui donne un avantage, mais Monsieur Du l'avertit de ne pas devenir arrogant. Il lui explique qu'ils sont prêts à présenter Chen à Exu, Ken, s'il leur donne 3 terres en échange. Du demande à Chen s'il est habilité à faire un choix aussi important. À la surprise de Du, Chen explique que, bien que son père lui ait donné le contrôle total de l'affaire, il ne peut leur offrir que 2 parcelles de terre dans le cadre de ce marché. Du pointe le doigt vers le bas et lui dit catégoriquement qu'il ne négocie pas. Chen est confus car les 3 personnes se retournent et partent immédiatement. Il se lève pour se rendre à son bureau afin d'accepter leur offre et insiste pour rencontrer Exukan. Du lui réaffirme qu'il n'engage pas de négociation. En lui disant au revoir, il lui conseille de ne pas dépasser les attentes de son père quant à sa réussite future. Ils se quittent en se promettant de le recontacter bientôt. La jeune fille entend un bruit alors que le trio marche dans le couloir, mais elle l'ignore et continue. Lin, accroupie derrière un canapé dans le couloir, se couvre la bouche pour ne pas être repérée. Alors que les 3 s'éloignent, il se lève, soulagé qu'il ne l'ait pas attrapé. Il s'empresse d'ouvrir la porte de Chen et entre dans la chambre.